Alexandra Calmy, vous êtes professeure de médecine, vous êtes infectiologue, vous êtes une référence dans le domaine du VIH-Sida, mais comme spécialiste des virus et des pandémies, vous avez été énormément sollicitée par les médias depuis que le coronavirus SARS-CoV-2 nous est tombé dessus. Alors avant d'évoquer votre parcours professionnel, on a envie de vous connaître un peu mieux. C'est pas un secret que vous êtes la fille de Micheline Calmiret, cette maman politicienne qui est devenue présidente de la Confédération. On connaît moins l'histoire de votre papa qui lui, a eu un parcours d'émigré. Oui, c'est vrai. On n'est jamais le fruit d'une seule influence. Donc j'ai eu l'influence effectivement de ma mère. Et puis mon père, qui est un peu moins connu, lui est arrivé en Suisse à son adolescence. Il avait vécu son enfance en Roumanie. Et puis il est arrivé en Suisse durant l'adolescence. Il a été, avant d'arriver en Suisse, il a passé par un petit séjour de 2 ans en Israël, où ça a été une période très difficile pour lui en tant que juif roumain. C'était compliqué pour lui d'aller à l'école, c'était très compliqué de s'intégrer dans cette société. Et finalement, ma grand-mère a décidé d'émigrer à Genève parce que Genève internationale, parce que Genève CICR, parce que Genève ville d'accueil. Et donc c'est vrai que ça, évidemment, ça nous a beaucoup marqué, parce que c'était pas anodin de venir en Suisse, pas anodin de venir à Genève. Et donc il s'est intégré à l'école alors qu'il était déjà en pleine adolescence. Mon père est arrivé en Suisse, il parlait pas français. Donc ça, c'est une histoire d'ailleurs qu'il nous a racontée très tard. Parce que comme il n'avait pas d'accent quand il parlait français, en tout cas moi j'ai jamais connu mon père avec un accent, c'est très tardivement, je pense que je devais avoir 8-9 ans, que j'ai compris qu'en fait il était pas né ici. Ce qui était très bizarre quand on est enfant, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de famille, toute la vie, les vacances, les fêtes de Noël, etc. C'était avec la famille de maman, etc. Et donc, c'était un peu particulier. Mais moi, j'ai appris un peu plus tard que finalement, il venait de la Roumanie. C'était je pense, pour lui, une grande souffrance. Il en parlait peu. Il fallait vraiment lui tirer les vers du nez. C'était compliqué de savoir, d'en connaître un peu plus sur cette histoire qui est restée un petit peu toujours un pan caché de l'histoire familiale. Mais ce qui était frappant, c'est que quand mes copines ou la course d'école devait avoir lieu en France, moi je devais avoir un visa parce que j'avais pas de passeport suisse. Donc c'était toutes des choses qui me faisaient penser, tiens, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça se fait que moi j'ai besoin d'avoir un visa pour aller faire ma course d'école au Salève et pas mes petites copines? Parce qu'en fait, il était apatride et du coup, vous n'avez pas pu avoir la nationalité par votre maman? Pas tout de suite, en fait. J'ai eu une nationalité facilitée à l'âge de 16 ans, comme d'ailleurs mon père et mon petit frère. Donc on était les trois, nous n'étions pas suisses, en fait. Et puis je suis devenue suisse à l'âge de 16 ans. Pour votre maman, ça devait être un truc inconcevable que ses enfants n'aient pas un passeport suisse alors qu'elle est suissesse. Oui, je ne sais pas si ça s'est défini pour elle, si ça a résonné en elle comme ça. Elle avait commencé la politique quand moi j'avais une dizaine d'années, et puis ça a effectivement toujours été des enjeux importants pour elle, disons des enjeux, pas forcément la nationalité, mais évidemment l'émigration, la solidarité, l'égalité de transmission de la nationalité entre les hommes et les femmes. On vit de toutes ces influences. Moi, j'ai des souvenirs aussi de ma jeunesse où, à 11 ans, on allait défiler dans la rue pour l'égalité, pour inscrire dans la Constitution l'égalité entre hommes et femmes. Ça, je m'en souviens aussi très bien, à l'âge de 11 ans. Donc, on est toujours le fruit de toutes ces influences. Et donc, j'avais l'influence engagée de ma mère dans un grand nombre de sujets. Et puis, effectivement, un père plus effacé qui était toujours un peu inquiet de ce qu'on pourrait bien faire de mal qui peut-être nous empêcherait de rester en Suisse. Donc pour lui, il y avait toujours cette anxiété de se dire il faut faire les choses bien comme il faut parce que sinon peut-être un jour on va devoir repartir de la Suisse. Il craignait d'être expulsé. Il l'a jamais dit comme ça, mais la façon dont on était, il fallait vraiment respecter bien les lois, etc. C'était toujours compliqué pour lui. Je pense qu'il avait toujours en tête l'idée d'être un migrant. C'est pas une migration choisie quand même, parce que les Juifs en Roumanie, il y en avait, près de 800 000 avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont maintenant 20 000 ou à peu près en Roumanie, pas les derniers chiffres, mais donc on voit bien que c'était compliqué. C'était pas une migration choisie. C'est vraiment une migration forcée, avec un passage en Israël, arriver ensuite en Suisse sans parler français. Tout ça, c'était un parcours migratoire complexe,
fait avec difficulté. Voilà. Mais après, il était tellement bien intégré en Suisse qu'il était plus suisse que suisse, je dirais. Hein. C'était pas un enjeu pour lui, mais il fallait respecter le pays d'accueil. Il était pudique, c'est pour ça qu'il parlait pas tellement de son passé ou qu'il a tardé à vous en parler? Difficile à savoir si c'était par pudeur ou si parce que c'était pas forcément des bons souvenirs. Et puis sa mère est décédée assez rapidement. Moi j'avais 5 ans, donc j'ai peu connu j'ai eu finalement assez peu de transmission de cette partie-là de la famille parce que le grand-père était décédé en Roumanie. C'était probablement en prison, c'est probablement la raison du fait que ma grand-mère et mon père ont dû être exilés ensuite de la Roumanie. Donc toute cette histoire était un peu floue, c'était difficile. Et puis mon père la racontait avec les yeux d'un jeune enfant finalement, ou d'un enfant. Donc on remet toujours en doute quand il racontait. C'est aussi quelque chose d'un peu difficile parce que c'est sa vision des choses à travers les regards d'un enfant. Sur la grande histoire, c'est le regard d'un enfant sur la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale et puis du communisme en Roumanie, de la Securitate, de la police roumaine dont il avait peur. Enfin voilà, tout ça était extrêmement sourd finalement. Mais ça résonnait toujours dans l'histoire familiale. Ouais. Et vous parlez pas la langue, mais vous vous sentez un peu d'origine roumaine? Non, je parle pas la langue. J'ai maintenant le passeport roumain. Je l'ai pris parce que c'était important pour mon père. Est-ce que je me sens roumaine? C'est difficile à dire. Je suis née à Genève. J'ai beaucoup de gratitude pour la Suisse, finalement, parce que malgré tout, c'est comme un pays d'accueil, en tout cas le pays d'accueil de mon père. Ma mère était présidente de la Suisse, alors voilà, je me sens suisse. Est-ce que je me sens roumaine? Je crois que c'est très difficile de le dire. Je ne parle pas du tout la langue, je connais mal ce pays. J'aurais dû investir la Roumanie autrement et je ne l'ai pas fait. Alors un jour, je crois le jour de mes 40 ans, mon père m'a dit « Je vais t'offrir un dictionnaire, il faut que tu apprennes à parler roumain. » J'ai dit « Voilà, c'est un petit peu tard pour moi quand même. » En tout cas, ça n'a pas été la voie que j'ai choisie. Je ne l'ai pas suivie là-dessus. Mais il était fier de vous, de votre parcours? Oui, je crois. C'était important pour lui que j'ai fait un métier, quelque chose que, voilà, fait des études. Pour lui, ça, c'était important, je crois. C'était quoi son prénom à votre papa? Alors, il est né André et il est mort André, je dirais. Tout le monde l'appelait André? Ouais. En fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez qui vous a transmis de plus fort que vous gardez en vous aujourd'hui? Ben là aussi, vous voyez, je pense qu'on reçoit vraiment une influence partagée dans une famille. Hein. J'ai un peu de peine à distinguer exactement ce qui vient de mon père, ce qui vient de ma mère. On est le fruit de tout ça, mais mon père était quelqu'un de très généreux, solidaire, et c'était pas un vain mot pour lui, je pense, la solidarité, parce qu'il avait vécu de cette solidarité quand même quand il était jeune enfant. Il avait vécu dans une précarité certaine, en tout cas au début de sa vie en Suisse, et probablement avant aussi d'ailleurs, puisque en Israël il avait été liftier. Il devait dans les ascenseurs là, quand on appuie sur les ascenseurs pour les gens qui veulent monter. Donc il racontait toujours cette histoire, donc c'était quelqu'un qui avait vécu dans une grande précarité. Et du coup, il adorait les belles voitures, enfin voilà, c'est des choses qui le caractérisaient aussi. Ce qui passerait plus tout à fait maintenant, ça m'énerverait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup énervé d'ailleurs de le voir avec ses grosses voitures. Mais voilà, donc il m'a transmis tout ça, mais aussi beaucoup d'anxiété, une souffrance de la vie, c'était quelque chose, la vie était quelque chose de difficile, il fallait passer à travers des épreuves. Et il avait peur pour vous? Il avait peur qu'il vous arrive de mauvaises choses? Ah, toujours, oui. Ouais. Ça, je pense que c'était sa caractéristique. On comprend qu'avec son histoire, votre papa, il était inquiet pour vous, pour votre petit frère. Et pourtant, après que vous ayez passé votre maturité, vous avez fait un grand voyage. Vos parents, ils vous ont laissé partir à l'autre bout du globe, en Haïti, sans être inquiet, à une époque où on ne voyageait pas si facilement, où il n'y avait pas de carte de crédit et où on ne pouvait pas se renseigner sur Internet, sur les conditions du pays qu'on allait visiter. Oui, c'est vrai. J'en suis encore moi-même surprise maintenant, je dois dire, parce que
Ils ont compris que pour moi, c'était vraiment très important. J'avais 17 ans, je venais d'avoir mon passeport suisse. Donc, j'ai décidé que c'était très important pour moi de comprendre un peu, voilà, de sortir de la Suisse, d'aller voir ailleurs. Et puis, j'avais trouvé ça, c'était un centre, voilà, un peu de solidarité, un centre humanitaire protestant qui organisait des voyages de jeunes. Et puis, je suis partie dans ce contexte-là. C'était d'ailleurs très, très bien préparé. Et ça, j'en suis aussi très reconnaissante parce que c'est pas qu'on partait comme ça faire entre guillemets de l'humanitaire, c'était quelque chose qu'on avait préparé pendant plus de 6 mois, où on se rencontrait chaque semaine, on discutait de la situation en Haïti, la chute de Duvalier venait de se produire, donc quels étaient les enjeux politiques, économiques, sociaux, c'était vraiment très intéressant. Et donc je suis partie en Haïti. Et là, en 87, vous imaginez bien tout ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, mais moi j'en ai retenu quelque chose. Enfin, 87, il y avait déjà le sida qui était très fortement présent. On reparlera de ça après, mais c'était déjà très présent dans la vie de tous les jours, dans la société. Et puis, il y avait même ce qu'on disait les H, qui étaient les personnes qui étaient les plus à risque de transmettre et d'acquérir le VIH. C'était les Haïtiens, les homosexuels, les hémophiles. Et donc, je suis arrivée en Haïti et ça m'avait frappée. Tout le monde me disait « Ouh là là, tu vas en Haïti, c'est dangereux, tu vas attraper le sida. » Donc déjà, je m'étais dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette perception d'un pays tout entier responsable d'une maladie ?» C'était vraiment quelque chose de très, très fort pour moi à ce moment-là. Je me dis « Mais voilà, la discrimination à l'égard d'un pays entier sur une maladie qui commence à ce moment-là. » Et à l'époque, vous n'aviez aucun bagage scientifique? Aucun, non, j'avais fini ma matu grec-latin, donc autant dire que j'avais vraiment aucun bagage scientifique. Mais oui, c'est vraiment, je considère un peu Haïti comme un voyage initiatique. C'était mon premier grand voyage, mon voyage avec mon passeport, un voyage qui pour moi était lourd de sens, il devait avoir du sens, je voulais lui donner ce sens-là. Et puis un voyage qui m'a finalement décidée dans mes choix professionnels, parce que cette période de transition entre la matu et la décision de ce qu'on veut faire dans la vie était une période très difficile pour moi, parce que forcément choisir une voie était synonyme d'exclure d'autres voies. J'avais eu tout envie de faire dans ma vie. D'abord, j'avais voulu être archéologue, dans l'idée de reconstruire peut-être le passé, je ne sais pas. Après, je voulais être astronaute, peut-être pour voir le futur. Mais comme j'ai mal au cœur en voiture, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée d'aller dans une fusée. Et puis ensuite, je voulais être journaliste en me disant, alors il n'y a qu'à changer le monde. Si le monde est tellement injuste et tellement mal fait, en étant journaliste, on va pouvoir le changer. C'est quelque chose que vous auriez pu faire? Non. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était une tâche bien trop lourde. Je me suis vite rendu compte quand j'étais en Haïti que, mon Dieu, c'était vraiment lourd parce que c'est juste après la chute de Duvalier, une population encore sous le choc, les gens n'osaient pas parler. C'était les tontons macoutes, c'était pas la Securitat de la Roumanie, mais c'était les tontons macoutes à l'époque. Les gens avaient encore peur d'être écoutés, peur d'être dénoncés. Ça a vraiment été un très gros choc. Et je me suis dit, ouh là là, il faut quand même être bien solide pour oser parler dans une société comme ça. Et quelque part, à ce moment-là, je me suis dit, la médecine, ça permet d'alléger peut-être la souffrance de quelques personnes, pas du monde entier, mais ça, peut-être, je suis capable de faire. Mais le monde entier, c'est trop dur. Et c'est ce qui a déterminé votre choix, en fait. Oui. Vous dites parfois, j'ai choisi le sida, pas la médecine. Oui, c'est dans le sens où, pour moi, la médecine était un moyen d'arriver à défendre un engagement que je voyais déjà à l'époque de manière un peu embryonnaire. On est jeune, mais le sida a tellement révélé de notre société, ça a été tellement révélateur de notre manière de fonctionner, le regard à l'autre, la peur de l'autre. Je me souviens déjà d'ailleurs qu'en 86 ou 87, pendant le collège, ils avaient fait venir une personne atteinte du sida qui était un hémophile. Et je me souviens avec beaucoup de honte que dans la classe, on disait « Ah, mais lui, il est hémophile, donc il y est pour rien. C'est pas de sa faute, il a le sida. » Je me souviens déjà de ça. Et dans ma tête d'adolescente à l'époque, je m'étais dit que ça, on ne pouvait pas laisser passer. C'était pas possible d'accepter. Cette stigmatisation, impossible. Ouais. C'était déjà très très fort, même dans la société, dans la société genevoise finalement, qui est quand même assez ouverte. On avait à l'époque distribué
ou un peu après, bref, il y avait cette BD là qui circulait, la BD de Joe, qui a circulé peut-être quelques temps après. C'est comme ça que vous avez la première fois entendu parler du sida, à travers cette bande dessinée ? Non, alors je pense qu'on parlait du sida beaucoup à l'époque, avant la BD. La BD est parue début des années 90. Mais je me souviens par contre qu'elle avait été interdite en Valais. Ça, c'est un truc, je me souviens, cette BD interdite en Valais. Donc vraiment, le sida véhiculait avec lui pas seulement les inégalités, les discriminations des personnes précarisées, les personnes qui s'injectaient des drogues. Donc moi, j'avais participé à l'époque à l'ancêtre de Première Ligne, qui était le BIPS, le bus itinérant prévention sida, qui circulait un peu à Genève pour donner des seringues. Et j'avais été très fière à l'époque parce que vraiment, Genève avait été pionnière dans la Suisse, dirons-nous, mais là, en l'occurrence, Genève, pionnière pour cet accueil à bas risque, c'est-à-dire on allait donner des seringues sans juger, sans demander des comptes à personne, juste pour prévenir la transmission du VIH dans des populations précaires. Alexandra Calmy, vous diriez que ces années SIDA, c'était des années où la société a dû évoluer à toute vitesse et elle a évolué souvent quand même dans le bon sens du terme, vers plus de progrès, moins de stigmatisation ? La société a évolué, mais là, on parle de la Suisse. On voit que l'histoire du sida est émaillée de progrès et puis de recul aussi. Dans beaucoup de pays, c'est pas... On a attendu 15 ans pour avoir des traitements efficaces et puis dans certains pays, on a attendu beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pas une histoire linéaire, le sida. C'est une histoire qui a dû être faite de lutte. Pour du coup, je disais que j'aimais pas la rhétorique guerrière, mais je crois qu'on peut dire que dans le sida, il y a eu une lutte parce qu'il a fallu acquérir des droits, il a fallu lutter contre la discrimination. Il y a encore des pays aujourd'hui, en 2022, qui ne permettent pas l'entrée dans leur territoire à des personnes séropositives. Alors, ça paraît encore fou, il y a encore des pays qui criminalisent le fait de transmettre le sida. Donc, d'abord, c'est pas fini, je dirais, mais ça a permis, je pense, quand même à la société de changer et de vraiment de regarder... tous les progrès qu'on a faits ne sont pas dérivés uniquement du sida, mais je pense que le sida peut être utilisé comme un modèle lorsqu'on voit d'autres pandémies actuellement. On a vu dans le sida aussi la coopération qu'il y a eu entre les pays, à travers le globe, entre des scientifiques qui autrefois étaient plutôt en compétition. Et là, on peut dire qu'il y a eu une espèce de collaboration qui a accéléré les découvertes autour de ce virus. Oui, mais peut-être ce qui est encore plus important, c'est que les scientifiques n'étaient pas seuls. Les patients ont été des activistes, il y a eu des activistes, il y a eu des scientifiques qui étaient activistes. Peut-être que tout s'est mélangé et que c'était très bien. C'est-à-dire qu'on avait des scientifiques militants et des militants non scientifiques et des militants qui sont devenus scientifiques. Je pense que c'est grâce aux années SIDA qu'aujourd'hui on se dit que quand on développe un protocole d'études cliniques, eh bien c'est bien que les personnes qui souffrent de cette maladie soient incluses dans les décisions qui tournent autour de cette étude clinique. L'idée du patient partenaire, oui. Elle est partie du sida. Ah ouais, je crois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu l'évolution des choses et c'est très fort dans le VIH. Et je crois que le VIH-Sida a donné cette idée aussi que la science peut être militante, qu'on peut s'engager dans la science. Ça m'a paru très très important à l'époque. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes, même encore aujourd'hui autour de moi, ont travaillé à Médecins sans frontières, ont travaillé dans des associations solidaires, humanitaires, internationales, dans le VIH, et puis sont devenus aussi des universitaires reconnus, etc. C'est quelque chose qui était quand même beaucoup plus rare dans d'autres maladies. Vous diriez que vous êtes une scientifique médecin militante ? Oui, je pense que ça peut me définir d'une manière ou d'une autre, mais on est des fois un peu plus militant, des fois plus scientifique, des fois médecin, des fois le tout ensemble. On est toujours un mélange et je pense que je l'ai été, oui, un mélange. Je crois que c'était le premier directeur de l'ONU-SIDA qui s'appelait Jonathan Mann. C'est lui qui disait « Prenez un agent pathogène, n'importe lequel, mettez-le dans une société, secouez tout ça, et puis vous verrez que là où cet agent pathogène persiste, c'est les endroits où les droits humains ne sont pas respectés. » Oui, alors ça c'est absolument incroyable. On voit que le sida a montré qu'on était bien inégaux
toutes et tous face à la santé, hein, et l'accès aux soins, l'accès aux traitements, etc. Et je pense que Jonathan Mann aurait été surpris de voir ce qui s'est passé avec le Covid, finalement. Tout ça en plus condensé, évidemment plus rapide, etc. Mais Covid aussi a fait apparaître des fractures dans la société. C'était tout à fait juste en 81, ça l'est toujours aujourd'hui. Vous aviez voyagé, vous avez vu ça, vous. Est-ce que vous avez des histoires de pays que vous avez visités qui vous ont marqué, que vous pouvez nous raconter ? Oui, bon, moi j'ai voyagé après mes études de médecine. J'ai voyagé avec Médecins sans frontières, d'abord dans des pays où je n'étais pas responsable du tout par rapport au programme SIDA, où j'ai travaillé par exemple au Cambodge, dans des centres de district. C'était pas lié particulièrement au SIDA, ce que j'ai fait là-bas. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir été confrontée à la tuberculose, j'ai vu pas mal d'autres choses au Cambodge. J'étais au Rwanda juste après mes études de médecine, juste après le génocide. Donc, d'ailleurs, chaque chose est importante. Le Rwanda, c'était quand même une image très forte d'un génocide. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même très marquant. Et aussi, au Rwanda, par exemple, il y avait une épidémie de Shigelle. Et je me souviens qu'à l'époque, Médecins sans frontières avait été très vocal. C'était... Pour moi, en tout cas, la première fois que j'entendais des médecins se battre et militer pour avoir accès à des antibiotiques efficaces. Avant, on avait des antibiotiques qui étaient plus efficaces contre des formes de shigellose qui étaient devenues résistantes contre les antibiotiques de première ligne. C'est des bactéries qu'on attrape par la nourriture. Oui, c'est ça. C'était des diarrhées très fréquentes et mortelles pour les personnes les plus fragiles. Et donc ça, c'était pour moi aussi déjà la première confrontation à une maladie ou des maladies liées à la guerre, liées au génocide au Rwanda, et pour lesquelles il fallait se battre, se mobiliser, je dirais, le mot mobiliser est peut-être plus juste, pour obtenir des médicaments. Et est née ensuite la campagne d'accès aux médicaments d'MSF qui a tout changé, en tout cas dans ma perception à moi de jeune médecin, qui nous disait on peut être médecin et aller manifester pour obtenir que des populations défavorisées aient un accès à des médicaments. D'ailleurs, les trithérapies, ça a été aussi la première fois que des pays se sont battus pour que les brevets tombent, pour qu'on ne les oblige pas à payer les mêmes prix que les pays riches. Les urgences de santé publique, en fait. Hein. C'est pour ça que je vois beaucoup de parallèles entre le VIH-Sida et puis d'autres pandémies, notamment la pandémie du Covid. Il a toujours fallu se mobiliser. C'est pas quelque chose qui arrive naturellement. La solidarité n'est pas forcément naturelle. L'accès n'est pas forcément naturel. Il faut toujours se mobiliser, qu'on soit médecin, qu'on soit scientifique, biologiste ou qu'on soit citoyenne ou citoyen, il faut se mobiliser. Et cette mobilisation de la communauté me semble essentielle quand on veut parler ou quand on veut avoir un impact sur une pandémie comme celle qu'on a vécue, d'ailleurs, ici à Genève récemment avec le SARS-CoV-2, le Covid. Pour vous, les droits humains et la médecine, la santé sont intimement liés ? Oui, tout à fait. Je pense, vous disiez, on a plusieurs casquettes, on est des militants, on est médecins, on est scientifiques, parfois on est aussi politiciens. Voilà, je pense que c'est vrai. Je crois vraiment que on doit être, quand on est avec un malade, on est avec un patient. Là, c'est quelque chose de très singulier, de très intime qui se joue. Évidemment, là, on est médecin face à son patient, c'est tout. On n'est rien de plus. Et il se joue quelque chose de très intime finalement quand on est face à une personne. Ça, c'est normal. Mais ça ne nous empêche pas, en dehors de ça, d'être aussi des citoyennes et des citoyens. Et je pense que c'est important, mais je comprends aussi que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas un enjeu qui doit être partagé forcément, mais pour moi, ça l'est. Pour vous, la science, votre savoir scientifique, c'est une manière d'intervenir sur le monde, à défaut de le sauver ? Oui, à défaut de le sauver, oui. Ça, j'ai pris conscience très tôt que je ne serais pas peut-être à l'époque, mon modèle, le grand reporter, où c'était surtout des hommes, hein, le grand reporter sur TF1 ou Antenne 2, non, ça ne sera pas moi, mais c'était une autre manière d'agir pour moi. Pour revenir à cette question des pandémies, il y a un moment où l'ONU a pensé qu'on pourrait éradiquer le virus du sida. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas faute de moyens scientifiques, mais c'est faute de moyens politiques, en fait.
On pourrait. Je ne sais pas, éradiquer. Déjà, le mot éradiquer, je pense qu'il faut être attentif parce que c'est un peu l'anéantissement, quoi. Or, ma foi, on vit avec des virus et je ne sais pas. Quand on parle d'anéantissement, d'élimination du sida, etc., certaines personnes qui vivent avec le VIH m'ont fait remarquer que c'était quand même pas très heureux de dire ça parce que... Alors stopper la chaîne de transmission. Voilà, moi je trouve que c'est mieux comme ça, ouais. Oui, bien sûr, on peut stopper les chaînes de transmission. Je pense que des efforts colossaux ont été faits quand même, ça. Il faut reconnaître que des efforts colossaux ont été faits. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais je pense qu'un des problèmes majeurs du VIH-Sida, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Avec tous les efforts qui ont été faits, il n'y a pas de vaccin. Et il me semble que le fait qu'il n'y ait pas de vaccin ne soit pas lié au manque d'argent ou au manque d'efforts, mais au fait que ce virus est vraiment très difficile, c'est diabolique, il se cache sous plein de sucre, on ne le retrouve pas, les anticorps neutralisants on ne les trouve pas, ils sont compliqués, c'est un virus qui mute énormément. Mais les médicaments actuels pourraient couper cette chaîne de transmission, on pourrait. On pourrait, mais ce sont des médicaments à prendre tous les jours, encore que maintenant on a des médicaments en longue durée d'action qui sont un peu plus faciles, mais ça reste pas, c'est pas magique de prendre des médicaments tous les jours. Et c'est pas magique non plus, même aujourd'hui, avec le meilleur qu'on a aujourd'hui, en Suisse, en mars, en 2022, ce sont des injectables à longue durée d'action où il faut venir tous les 2 mois à l'hôpital pour avoir des injections. C'est pas magique tout ça. Donc bien sûr, on peut se dire que si tout le monde avait accès à ça, on couperait les chaînes de transmission. Mais nous sommes toutes et tous des humains, donc c'est normal qu'il y ait des brèches dans cette transmission. Le virus, il circule, il est là pour ça. Et vous disiez qu'on peut pas avoir une vision martiale des choses, napalmer, stériliser le monde qui nous entoure. On est dans un écosystème, on en fait partie. Et au fond, c'est un équilibre qu'il faut viser et pas se faire envahir, ni éliminer, éradiquer quelque chose. Oui, je me méfie de cette rhétorique, encore une fois, d'élimination. Je pense qu'il faut avoir des objectifs, il faut toujours, en général, dans la vie, je pense, viser le mieux. Non, il faut viser, avoir des objectifs élevés et se dire qu'on va arriver à ces objectifs élevés et se donner tous les moyens pour le faire. Ça, je suis convaincue, que ce soit dans le VIH, dans le Covid, dans toutes les maladies, j'imagine. Je ne suis pas spécialiste de toutes les maladies, mais je suis toujours absolument convaincue qu'il faut viser le mieux. Donc, il faut viser que toutes les personnes qui vivent avec le VIH ou avec une autre maladie aient accès aux soins, soient traitées. Mais ce qui est vrai pour le VIH est vrai aussi pour la maladie mentale. Si on trouve un autre endroit en médecine où il y a beaucoup de discrimination, c'est la maladie mentale. Dans ma famille, il y a eu des cas de maladie mentale, de schizophrénie. J'ai pas honte de le dire, mais c'est très discriminant aussi. Quand on dit quelqu'un dans ta famille a eu une schizophrénie, les gens vous regardent pas tout à fait normalement. La schizophrénie, ça fait peur, c'est dangereux et c'est très discriminé. Comme dans toutes les maladies, si vous voulez vraiment que tout le monde ait une chance d'être bien soigné, il faut qu'ils aient une chance de demander de l'aide, qu'ils aient une chance d'accéder à l'hôpital, au centre de soins, chez leur médecin traitant et de recevoir des soins. Alexandra Calmy, vous parlez des maladies mentales. C'est vrai que c'est encore difficile d'en parler, quoique pendant la pandémie qu'on vient de traverser, on s'est mis à en parler parce que cette pandémie, elle a eu des effets énormes sur la santé mentale, notamment des enfants qui ont vécu un confinement, ce qui était inédit. Oui, non, mais je crois que ce qu'on a vécu en mars 2020, c'était incroyable, c'était quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, ça a résonné pour tous ceux, toutes celles qui s'étaient engagés dans la lutte contre d'autres pandémies, le sida, etc. Mais Covid a fait tout ça avec les mêmes ingrédients, dans un espace-temps complètement restreint, rapidement, de manière... ça a pris le monde entier, c'était universel, c'était totalement incroyable ce qui s'est passé avec le Covid. Et je pense que ça a beaucoup résonné en nous tous, qui étaient d'ailleurs soit des patients, des médecins, on était tous soit médecins, soit patients. À un moment donné, Covid a touché tout le monde, de près ou de loin. Ça a touché toute la société. Finalement, comme le VIH-Sida, ça a touché toute la société. Ça nous a obligés, en tant que société, à se positionner sur la solidarité auprès des plus vulnérables, les personnes âgées, etc. Donc c'est absolument incroyable ce qui s'est joué là.
Vous, comme infectiologue, vous saviez que ça allait arriver. Vous imaginiez vivre ça? Oh non, j'imaginais pas vivre ça, et certainement pas dans mon univers de confort, c'est-à-dire les hôpitaux universitaires de Genève. Enfin, c'était quelque chose que, évidemment, j'avais absolument jamais imaginé. Et là, peut-être pour moi, ce qui était frappant, mon positionnement était différent. Il y a 30 ans, j'étais pas la même femme, pas la même scientifique que je suis devenue. Donc, c'est vrai qu'avec Covid, je me suis positionnée différemment. Je me suis vraiment intéressée de manière presque obsessionnelle au traitement. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les patients? Parce qu'on s'est retrouvé face à tous les ingrédients d'une crise, une maladie qu'on ne connaît pas, la peur d'être malade, la peur de transmettre la maladie à nos proches. C'est quelque chose d'assez incroyable, ce qui s'est joué même intimement à chacun d'entre nous, auprès de chacun d'entre nous. Pour protéger ceux qu'on aimait, il fallait ne plus les voir, ce qui était... C'était assez fou, et même à se demander si c'était vraiment bien que je vive à la maison avec mes enfants ou pas. Enfin, ça a généré beaucoup de questionnements. Mais là, mon positionnement était vraiment celui du médecin, et c'était entièrement différent d'il y a 30 ans en arrière, quand on est adolescent ou jeune adulte et qu'on se positionne comme peut-être quelqu'un qui veut se mobiliser pour une cause. Ça, c'était maintenant entièrement différent. Là, vous avez dû vous mobiliser pour expliquer. Vous étiez l'experte et vous avez dû trouver un langage qui passait dans les médias. Vous avez été beaucoup sollicitée. Vous avez vécu ça comment? Ouais, c'était un rôle assez nouveau finalement pour moi. J'avais connu la communication, mais sur un autre plan. Et là, c'est très difficile, le rôle d'expert. C'est comment être expert sans dire des choses qu'on ne sait pas, mais comment communiquer l'incertitude, parce que de toute façon, il y avait une incertitude. C'était quelque chose de difficile, de nouveau, et en plus de ça, le Covid avait envahi l'espace public et l'espace médiatique, donc tout le monde avait un commentaire à faire, notamment avec toute l'histoire de la chloroquine. Et je me souviens encore une fois où j'avais été faire une pédicure, pour tout dire, et puis la dame de la pédicure m'a dit bon, voilà, on discute, qu'est-ce que vous faites comme métier? J'explique, et elle me dit mais moi je vais vous dire comment il faut traiter le Covid avec la chloroquine. Vous saviez pas? Et donc, je me suis rendu compte qu'est-ce que c'est d'être expert quand la personne qui vous soigne, très bien d'ailleurs, les pieds, vous dit qu'elle pense qu'elle doit vous dire comment faire. C'est très compliqué parce que j'ai toujours dit qu'il fallait que tout le monde se positionne, que c'est important, que la communauté, etc. Et puis intervienne, que le patient soit aussi un partenaire. Et tout d'un coup, et là, il devenait un partenaire encombrant, le patient. Ouais, peut-être un peu. C'est peut-être le mot. C'était compliqué de gérer ça. Dans l'espace public, il y a quand même eu des polémiques flagrantes avec le Covid et les traitements du Covid. Jamais auparavant, il était arrivé à quelqu'un de me dire « Ah, ben moi, je préfère ne pas utiliser le Kaletra, mais plutôt le Présista. » Jamais ça m'était arrivé. Et là, tout d'un coup, on me dit « Mais pourquoi pas la chloroquine? Mais pourquoi pas l'ivermectine? Mais pourquoi les médecins n'aiment pas cette molécule? Est-ce que vous avez un conflit d'intérêt de ne pas prescrire telle ou telle molécule ?» Ça, c'est complètement différent. Comment vous expliquez ce changement? Comment vous expliquez qu'à l'époque du sida, les patients... au fond, étaient compliants, comme on dit en médecine. Ils vous écoutaient et ils faisaient ce que vous leur proposiez et ils ne discutaient pas trop du traitement. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qui a changé entre le virus du sida et le virus et le coronavirus? Mais je pense qu'il y a 30 ans, je ne dis pas que les patients étaient compliants, mais il y avait... tout le monde voulait avoir accès à un traitement. Covid, ce qui était différent, c'était que là, on ne parlait pas de quelques personnes, mais de l'ensemble de la communauté. Tout le monde avait son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire aujourd'hui sur le Covid et sur les traitements du Covid et comment prendre soin du Covid et le Covid long et les vaccins sont dangereux, etc. Donc c'est une vraie... c'est intéressant d'ailleurs pour moi. J'ai trouvé ça assez fascinant. Hein. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Hein. C'est de devoir parler, exprimer, communiquer et aussi se défendre. Ça, c'était pas quelque chose de simple. Mais je pense aussi, avec tout mon parcours, que c'était comme un devoir. Ça, il fallait le faire. Il fallait bien expliquer ce qui se passait, ou au moins ce qu'on savait. Et il fallait parfois dire qu'on ne savait pas. C'était pas simple non plus.
Mais je crois que c'était important de le dire. Comment vous procédiez? Vous discutiez en famille, vous vous entraîniez devant votre miroir. Comment vous faisiez avant de vous jeter dans l'arène médiatique? Non, je me suis jamais entraînée dans le miroir, ni avec ma famille. Mais par contre, j'ai beaucoup préparé. J'avais mes petites fiches. La rose pour l'épidémio, la verte pour le traitement, la jaune pour le vaccin. Et j'essayais de faire en sorte qu'on ne me filme pas avec toutes mes fiches là sur le plateau. Mais non, j'ai beaucoup préparé. Et quelque part, des fois, je préparais 2 heures pour 2 minutes. Et je me disais comment donner le message le plus important de ce que j'avais envie de dire. Et je crois que le secret là, il était... En tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi à communiquer des choses, mais si parfois j'ai réussi, c'est en travaillant. Et vous avez l'impression que votre responsabilité d'experte, elle était plus forte là pour le Covid qu'elle ne l'avait été pour le VIH-Sida? Non, je crois on est toujours responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Mais là, on vous a beaucoup, les politiciens aussi, vous ont beaucoup posé de questions sur la marche à suivre, comment protéger la société, quelles étaient les meilleures décisions à prendre. Oui, parfois on ne pouvait pas répondre à ça. Et en tout cas, on n'était pas tout seul. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de jamais dépasser sur ce que je savais. Je parlais des choses qui étaient, où j'avais l'impression d'avoir, en tout cas, appréhendé à un moment donné tout ce qui était possible de savoir, ce qui est déjà très, très ambitieux et ce qui est probablement presque impossible. Mais par exemple, la task force scientifique, si vous faites allusion à ça, Isabelle, là, on était nombreux, on était presque 70, je crois, à un moment donné dans cette task force. Donc, il fallait beaucoup de gens pour appréhender ce qui se passait. Et encore, peut-être qu'il en aurait fallu 3 fois plus si vraiment on voulait être sûr d'avoir tout appréhendé. Non, c'était une tâche gigantesque, probablement infaisable. Vous avez le sentiment aussi que les femmes ont été un peu plus entendues. On a entendu beaucoup de femmes expertes dans cette pandémie. J'ai l'impression que c'était moins le cas il y a 10 ans, 20 ans. Oui, alors la parole des femmes, je crois aussi que c'était différent entre la Suisse alémanique et la Suisse, la Suisse francophone et la Suisse alémanique. Mais c'est vrai, les femmes ont pris la parole, on a entendu de nombreuses femmes et ça, c'est bienvenu parce que on était souvent quand même en retrait, les femmes. Après, il y a d'autres choses qui sont jouées dans le Covid et qui sont moins réjouissantes, je crois, sur le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est que certains de mes collègues ont mis en évidence le fait que les femmes ont moins publié. Parce que peut-être avec le confinement, il fallait s'occuper des enfants, faire les devoirs, ou les enfants faisaient l'école à la maison, si on veut. Et certaines femmes, probablement, n'ont pas eu la liberté de travailler qu'elles auraient pu avoir si l'école était ouverte, etc. Donc, tout n'était pas joué. Et c'est là qu'on voit que, d'ailleurs, à chaque crise, le retour des femmes à la maison, c'est quelque chose d'assez facile. On le voit dans toutes les crises. On voit les régressions. On voit comment chaque crise, au fond, essaye de remettre en place des régressions sur des domaines qu'on avait acquis patiemment et de haute lutte. Oui, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que jamais rien n'est acquis, certainement pas dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. On s'est peut-être un peu assises sur nos lauriers, nous, les femmes aussi, avec un peu plus âgées. Moi, il y a des choses que je pensais ne jamais voir remettre en question, comme le droit à l'avortement, par exemple. Ça, c'est assez inédit ce qui est en train de se passer maintenant aux États-Unis. Ça vous inquiète beaucoup? Ouais, je pensais pas qu'un jour... Il y avait des votations en Suisse sur les délais pour l'avortement. Je me souviens d'avoir été en tant qu'enfant, même ado. Pour moi, c'était un chapitre terminé, sur lequel plus jamais on ne reviendrait. Évidemment, je ne parle pas de ce qui se passe en Afghanistan. Là, ce qu'on voit, c'est un drame, mais les États-Unis, c'est beaucoup plus proche de nous et ça m'inquiète beaucoup de voir que c'est possible. Et la Pologne. Et les États voisins. Oui. Rien n'est jamais gagné, je pense. C'est pour ça que l'aspect du militantisme, quand je pense qu'on est tous des citoyennes et des citoyens, qu'on soit médecins, scientifiques, biologistes, autres, journalistes, on l'est tous parce qu'à un moment donné, il faut savoir quand il faut réagir et comment. On n'a pas toujours les clés pour ça, mais il faut en tout cas se poser les questions. Vous pensez que votre engagement, ce passé de militante, vous a aidé à supporter les critiques très violentes que vous, les scientifiques, vous avez subies dans l'affaire du Covid, voire même des menaces, Certains d'entre vous ont été menacés.
Ah oui, c'était vraiment inattendu pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, j'étais très surprise. D'abord blessée, vraiment, parfois c'était tellement violent. Après, j'avais vu ça finalement, s'il y a bien une chose que j'ai vue avec ma mère politicienne, c'est à quel point ça peut être difficile et que les critiques peuvent être violentes. Ça, j'avais vécu, j'avais vu ça au travers des yeux de ma mère, etc. Donc, c'est pas que j'y étais préparée, mais bon, je savais que ça pouvait faire partie du truc, quoi, et qu'il fallait passer à travers. C'était pas si grave que ça, et tout qui passe, et donc ça m'a moins alarmée après. Donc peut-être que cette expérience que j'avais indirecte avec une mère politicienne qui avait quand même vécu aussi des remarques difficiles, qui avait été très critiquée, ça m'a aidé à m'apaiser par rapport à ça et à mieux le vivre. Votre papa, pourtant, il essayait de vous protéger des critiques que subissait votre maman. Vous me racontiez ça. Oui, à l'époque, il était malheureusement plus là l'année passée, mais à l'époque, des fois, il m'appelait le matin et il me disait « Surtout, lis pas les journaux aujourd'hui, hein, parce que pour ta mère, c'est un peu compliqué. » Alors, je savais évidemment que j'allais lire les journaux, mais c'était quelque chose, oui, il essayait de nous protéger de ça, alors même qu'on était des adultes depuis bien longtemps, mais il n'a jamais trop réussi. Mais cette violence, elle est assez inédite, non? Certains de vos confrères, consoeurs scientifiques l'ont très très mal vécue. Oui, vraiment. Menaces. Non, mais cette violence était inattendue. Et je pense que cette fracture qu'il y a eu dans la société entre des pro-X et des pro-Y, c'était dans la médecine. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça pouvait prendre cette forme-là. Et ça reste encore un mystère. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je n'ai pas encore bien compris tout ça. Vous qui avez vécu l'époque du sida où les gens voulaient absolument un traitement, et là tout le monde le discutait et une partie de la société le refusait ou vous disait ce qu'il fallait faire, c'est vrai que c'est totalement inédit. On voit cette polarisation dans plein de domaines, mais dans le domaine médical, c'est nouveau. Oui, c'était nouveau. Puis on avait un vaccin une année après qu'on ait mis en évidence ce virus. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait rêvé d'avoir ça pour le VIH. Donc, tout d'un coup, ou bien pour Ebola, à l'époque quand même, il y a eu d'autres pandémies, ou épidémies sévères. Et là, tout d'un coup, ça posait souci. Oui, ça reste encore difficile à comprendre. Et ça montre bien qu'il est nécessaire de toujours communiquer, qu'il faut comprendre ce qui se joue. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une responsabilité importante et un devoir de communiquer. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui dans quel état serait la société aujourd'hui si on n'avait pas eu le vaccin? C'est une bonne question. J'ai de la peine à vous répondre, mais je crois que le vaccin a été clé. Je suis sûre que le vaccin a été, mais est encore clé pour limiter le nombre d'hospitalisations, pour protéger le système sanitaire. Le système sanitaire était quand même bloqué pendant plusieurs mois, de nombreux mois, et pendant que le système sanitaire s'occupait des personnes avec un Covid sévère, il ne pouvait pas faire autre chose. Personne ne peut se dédoubler. Donc, mon Dieu, oui, je ne peux même pas imaginer comment ça aurait été sans le vaccin. Et dans les premiers mois de la pandémie, on peut quand même dire qu'on a tous été hyper mal préparés, alors même que tous les pays avaient mis en place des plans pandémiques. On savait que ça risquait d'arriver. Quand il y a eu l'épidémie de coronavirus, le SARS-CoV-1, le fameux, c'était en 2004, l'OMS, la directrice de l'époque de l'OMS, Gro Harlem Brundtland, elle avait dit « ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va nous arriver ». Et pourtant, tout le monde a été pris de court. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas se préparer et qu'en fait on est condamné à improviser chaque fois que ça arrivera? Je pense qu'on peut se préparer, mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les animaux et les hommes ont le même territoire et donc les virus se rapprochent des hommes. D'une manière ou d'une autre, c'est ça qui se passe. Et il y a chaque année des nouvelles maladies qui apparaissent, dont des zoonoses, donc ces maladies transmises par les animaux, souvent des maladies virales. Et donc on doit pouvoir s'y préparer parce que le réchauffement climatique, c'est pas non plus quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. On sait qu'il est là, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc je crois qu'on peut se préparer à l'arrivée de nouvelles maladies, de nouvelles zoonoses, de nouveaux virus qui vont arriver. Comment s'y préparer au mieux? C'est peut-être ça la grande question. Alors, est-ce qu'on peut s'y préparer? Oui. Comment faire au mieux?
c'est peut-être ça qu'il faut commencer aujourd'hui. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut les prévenir? Et il y a beaucoup de médecins qui s'engagent aujourd'hui en disant « Mon rôle de médecin pour protéger la santé des populations, c'est de m'engager pour le climat. » Bien sûr, je crois qu'il y a aussi le concept de One Health. On ne peut pas considérer que la santé humaine, il y a la santé animale, la santé de notre climat. Par rapport au climat, une autre chose moi qui m'interroge et qui m'interpelle, c'est les réfugiés climatiques qui vont commencer à arriver. On a eu des réfugiés de guerre récemment avec l'Ukraine et je crois que notre société doit être prête à l'imprévu et c'est évidemment le grand défi d'aujourd'hui. Vous parlez de One Health, une seule santé pour la planète, les humains, les animaux. Est-ce que vous parlez suffisamment entre vétérinaires, médecins, environnementalistes? Bien, probablement pas assez, la preuve, mais je pense que c'est ça vers quoi on espère que nos jeunes étudiants en médecine vont aller. On espère que ce dialogue-là va être tellement indispensable parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de préparer un jeune étudiant aux maladies qu'il va voir dans 30 ans. Donc on est obligé de lui donner les outils pour qu'il développe lui-même cette curiosité pour se préparer à des maladies qu'il n'aura jamais vues, comme on l'a fait quand on a vu les premiers signes du SARS-CoV-2 et du Covid en mars 2020. On doit pouvoir se préparer. Je ne pense pas que c'est une fatalité. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais 20 ans, je m'engagerais contre le réchauffement climatique. Je m'engagerais vraiment dans cette lutte-là, dans ce combat qui me paraît très important. Même en tant que médecin? Oui, aussi en tant que médecin. Et à propos des étudiants, est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Est-ce qu'ils vous interrogent beaucoup sur l'accélération des pandémies, sur les risques, sur l'infectiologie, qui était en fait une discipline qu'on pensait vouée à disparaître avec l'arrivée des antibiotiques et des vaccins, et on voit aujourd'hui que l'infectiologie en fait prend de plus en plus d'ampleur. Oui, l'infectiologie ne disparaît pas, et les étudiantes et les étudiants en médecine sont très très au fait de ça. C'est eux qui nous poussent à mettre les objectifs de la durabilité de l'environnement dans nos programmes d'enseignement. Et moi, avec mes 3 filles qui sont étudiantes en médecine, eh bien, je le vois tous les jours. Donc oui, bien sûr, ça les interpelle beaucoup et heureusement. Donc vous avez eu 3 filles et les 3 ont choisi de suivre la voie de la maman. Vous auriez pu faire une politicienne, une journaliste et une médecin. Ouais, eh bien, je suis fière, mais elles sont les 3 devenues médecins et elles vont trouver leur voie elles-mêmes. Ça sera sûrement pas la même que la mienne, parce que les enjeux aujourd'hui sont différents de ceux d'hier, mais oui, je pense qu'elles trouveront leur voie. Qu'est-ce qu'elles vous disent de leurs préoccupations et qu'est-ce que vous leur dites sur l'avenir ? Ah, mon Dieu, je veux pas être trop sentencieuse avec elle. Puis, je sais même pas si elle m'écouterait, moi. Donc, je sais pas. Mais moi, je crois que les jeunes générations aujourd'hui, ils doivent s'engager aussi. Vous avez parlé du climat, de l'infectiologie, de la santé vétérinaire, de la santé... les jeunes aujourd'hui ont des enjeux et des défis qui sont extraordinairement importants. Ils doivent les porter. Peut-être que notre génération n'a pas tout porté. La preuve, sur le réchauffement climatique, on a échoué. Ils doivent réussir. Ils savent qu'ils n'auront pas le choix.